Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode est le dernier épisode d'une série consacrée à la méthodologie du commentaire littéraire. Dans les épisodes précédents, nous avions vu comment trouver les axes d'étude, construire les sous-parties des axes à l'aide des procédés d'écriture. Nous allons voir dans ce dernier épisode alors comment rédiger cette fois-ci vos différentes parties afin de respecter les codes de cet exercice si particulier, mais tout à fait envisageable pour vous. Alors vous avez combiné correctement tous vos ingrédients, votre recette, ça y est, elle est prête. Vous avez fait les bons dosages entre les relevés, les observations, les interprétations. Maintenant, il faut tout mettre en forme pour que l'examinateur apprécie à la fois la qualité du contenu, mais aussi l'agencement de vos idées. Nous allons donc voir ici comment structurer vos parties majeures, à savoir l'introduction générale, les axes d'étude, je vous rappelle que vous en avez 2, et bien sûr le modèle de rédaction sera identique pour l'un comme pour l'autre, et puis vous avez la conclusion générale. Pour vous aider à visualiser ces différentes étapes, je vous rappelle que vous avez l'infographie sur Podcastix qui vous aidera à mieux retenir les agencements fondamentaux pour mener à bien votre commentaire littéraire. Alors on va commencer tout d'abord par l'introduction générale. Cette introduction générale, elle doit posséder forcément 3 sous-parties avec ce que j'appellerais la pyramide inversée. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça forcément comme cela, mais souvent on vous parle, dans d'autres matières d'ailleurs, de pyramide inversée. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez du plus général au plus particulier. Alors regardons en détail cette organisation à l'aide de l'infographie. Dans un premier temps, vous allez faire la présentation, ensuite la problématique et ensuite votre plan. Alors qu'est-ce qu'on entend par la présentation? C'est une phase d'accroche qui va vous permettre d'introduire votre texte. Et dans cette phase, bien souvent, on vous invite à commencer par exemple par le mouvement littéraire du texte, le contexte historique. Et là, on revient à ce qu'on évoquait dans l'épisode 1, d'où l'intérêt de vos fiches préparatoires concernant les siècles, les périodes des auteurs possibles concernés par le sujet. Vous voyez qu'on revient à ce qu'on avait dit dans l'épisode 1, c'est là, à cet instant, que vous allez vous servir de vos fameuses fiches d'histoire littéraire que vous aviez faites au préalable. C'est à cet instant que vous allez vous servir, par exemple, du contexte historique, du contexte littéraire, du mouvement littéraire de l'auteur en question. Si on reprend, par exemple, notre Candide de Voltaire, vous pouvez très bien faire une phase d'accroche qui présente ce qu'ont été les Lumières et en quoi cela a marqué, ce mouvement a marqué son époque. Ce qui vous permet ensuite d'enchaîner sur la présentation rapide de l'auteur, ensuite de l'œuvre et puis la présentation du texte en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce qui en fait sa particularité. Alors la présentation du texte, c'est rapidement dire en quelques lignes de quoi il est question dans ce passage. Et là, vous commencez à comprendre la démarche qui était celle que je vous avais évoquée dans l'épisode 1 et surtout 2, c'est là où votre petit résumé que vous aviez fait au préalable va vous servir puisque vous allez le remettre ici pour présenter rapidement le texte. Sur l'infographie, vous verrez aussi, je vous indique grosso modo le nombre de lignes attendues dans la globalité de l'introduction. Il va de soi que quand on indique 15 lignes, tout est relatif si vous avez une petite écriture ou une écriture généreuse. Alors après la présentation, cette phase d'accroche, vous allez introduire votre problématique qui est déjà prête puisque vous l'aviez faite dans les premières étapes. Vous vous souvenez de l'épisode 2, dans l'étape, on va dire, de l'épisode 2, première étape durant laquelle vous aviez formulé votre problématique. C'est-à-dire que vous remettez la fameuse question que vous aviez formulée grâce à le fait que vous aviez trouvé vos axes d'étude. Et puis, de façon très simple, vous annoncez votre plan. Attention, quand on dit annoncer le plan, ça ne veut pas dire le plan détaillé. Sur votre copie, donc, l'introduction occupe à peu près une quinzaine de lignes.
Petit détail, mais qui fera à chaque fois la différence. N'oubliez pas de sauter 2 voire 3 lignes pour bien matérialiser et bien montrer au correcteur que vous avez délimité les grandes parties majeures. C'est très important, c'est un détail qui fera la différence. Un examinateur qui ouvre une copie et qui voit tout de suite d'apparence la délimitation des grandes parties, eh bien cet aspect-là, il va énormément l'apprécier parce que ça fait partie des consignes que vous devez respecter. Et puis de toute manière, une copie bien agencée, bien aérée est 10 fois plus agréable à lire qu'une copie dans laquelle vous avez des gros pavés, si je peux me permettre de dire cette expression-là, des gros blocs qui, sont plutôt, rébarbatifs ou repoussants. Donc vous avez sauté vos 2-3 lignes. Maintenant, il va falloir mettre en forme vos 2 axes d'études et bien sûr, ces 2 axes d'études seront chacun, à leur tour, délimités par un saut de 2-3 lignes. Commencez vos axes d'études par un alinéa. Ça, c'est la chose, bien sûr, fondamentale. Alinéa et cet alinéa, vous allez aussi le reproduire pour chacune des sous-parties, les fameux ABC, c'est-à-dire vos arguments. Même chose, dès que l'examinateur voit l'axe d'étude et qu'il voit les alinéas de, chacune des sous-parties, son impression va être tout de suite positive. Il va se dire: «Bon, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un commentaire, il a compris qu'il fallait au moins 3 arguments» et ainsi de suite. Alors, comme vous le voyez sur l'infographie aussi, chaque axe d'étude, allez, dans l'idéal, doit faire à peu près sur une copie type bac, doit faire à peu près 1 page et demie, c'est-à-dire une page recto et une demi-page verso. Si vous faites un peu plus, c'est très bien, mais ne soyez pas obsédés par la longueur. Souvent, vous voulez en parce que vous voulez que ça soit long, vous en rajoutez, vous faites des redites et des répétitions. Mais dans l'absolu et dans l'idéal, 1 page et demie, c'est très bien. Et donc, chaque sous-partie, c'est-à-dire chaque argument, essayez de faire en sorte que ça fasse à peu près une vingtaine de lignes, ce qui est tout à fait jouable si vous faites la démarche qu'on a vue dans l'épisode 3, qui consiste à bien faire ces micro-analyses, c'est-à-dire à bien zoomer sur des procédés littéraires précis. Je vous laisse donc regarder l'infographie. Vous voyez qu'à chaque fois, chaque axe d'étude débute par la présentation de l'idée majeure. En 2-3 lignes, vous dites, en quoi va consister cette démonstration. N'oubliez pas, dans ce cas, à chaque fois d'utiliser des connecteurs logiques qui montrent bien l'agencement de votre démonstration. Des connecteurs logiques tout simples. Dans un premier temps, nous allons, et puis vous utiliserez dans un second temps «nous allons» pour votre deuxième axe d'étude. À cet instant, je vous reprécise, mais votre enseignant vous l'a dit ou vous le dira certainement, vous n'utilisez jamais le «je» dans votre démonstration, vous utilisez toujours le «nous», voire le «on». Le «je», vous ne le gardez que pour l'épreuve orale. Et donc au sein, à chaque fois que vous allez recommencer une sous-partie, vous le voyez sur l'infographie, bah, vous allez bien utiliser des connecteurs. Tout d'abord, ensuite, enfin. Vous n'êtes pas obligé de prendre ceux-là, hein. S'il y en a d'autres pour lesquels vous êtes plus habitués, eh bien vous prenez, dans pour débuter, ensuite, dans un second temps, en définitive, et cetera. Ça, même chose, j'ai envie de dire, vous avez des connecteurs logiques que vous pouvez trouver, dans, des manuels ou des listes d'ailleurs que, bien souvent, vos enseignants vous donnent pour que vous soyez à l'aise et encore une fois, pour que vous donniez bien ce côté très rigoureux et très scientifique à votre démonstration littéraire. Alors finissons de façon logique par, cette conclusion générale. Même chose, elle a été, espacée, du deuxième axe d'étude par un saut de ligne et bien sûr cette conclusion, elle doit être un tout petit peu plus courte que l'introduction générale qui, elle, faisait 15 lignes. À peu près 10 lignes, c'est la norme, hein, qu'on attend et surtout ne la négligez pas, hein. Souvent les élèves, je le disais dans l'épisode 3, ont tendance à se dire: «Bon, je la rédigerai au dernier moment». Vous la préparez bien, vous la rédigez bien sur brouillon, avant de vous lancer sur votre copie. Parce que, c'est aussi les dernières impressions que va avoir votre examinateur avant de fermer votre copie et surtout d'y mettre la note. Alors cette conclusion, elle est en 2 étapes, en 2 sous-parties, c'est simple.
Dans un premier temps, un bilan, c'est-à-dire vous répondez à la problématique générale en mettant tout simplement que, vous avez, à l'aide de plusieurs arguments, bien montré que votre texte, par exemple, si on prend Candide, était un conte philosophique qui dénonçait, l'esclavage. Et puis, alors ça c'est, j'ai envie de dire, 4 lignes, 4-5 lignes, hein, pour, aussi être très synthétique. Et puis la deuxième étape, la deuxième sous-partie de la conclusion générale consiste à faire ce que l'on appelle communément une ouverture. Vous ouvrez la réflexion sur un autre, questionnement qui pourrait, être, une autre réflexion sur, alors, une autre œuvre de l'auteur en question, sur une autre œuvre d'un autre auteur qui, par exemple, appartient au même mouvement. C'est pas une obligation, ça peut être aussi, par exemple, montrer en quoi ce combat de Voltaire va se retrouver, 2 siècles après avec tel ou tel auteur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer à l'examinateur que vous avez compris votre texte et surtout vous avez compris comment il s'inscrit dans une perspective plus générale, plus globale. Qu'un écrivain n'est pas dans sa bulle, mais il est dans un monde qui l'entoure et puis peut-être aussi montrer, en quoi il a influencé, des auteurs par la suite ou l'ouverture, ça peut être aussi en quoi cet auteur a, puisé dans son héritage, d'auteurs qui l'ont précédé. Donc là, l'ouverture, elle est, extrêmement libre de votre part. Essayez par exemple, de faire un rapprochement peut-être avec une œuvre que vous avez travaillée pendant l'année, qui est une œuvre intégrale, une lecture cursive et ça peut être aussi bien sûr une œuvre, que vous avez lue vous personnellement. Ça peut être au-delà d'une œuvre, une ouverture avec un mouvement littéraire, un écho à un contexte historique. Donc vous êtes extrêmement libre et même chose, cette deuxième sous-partie, elle fait à peu près 4-5 lignes. Parfois, on vous dit de clore la conclusion par une autre question, qui, fait le pendant à la problématique générale que vous aviez formulée initialement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, j'ai envie de dire, laissez de côté, parce que vous allez perdre du temps à trouver une question et parfois votre question, si je peux me permettre l'expression, ça va venir comme un cheveu sur la soupe et ça va rater votre effet de conclusion générale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est les derniers mots, que, va lire votre examinateur, donc ça serait dommage de rater cet effet, final. Donc 10 lignes et puis, petit détail extrêmement pratique, qu'on vous dit, hein, pendant l'année quand vous entraînez aussi en mode, bac blanc, n'oubliez pas bien sûr à chaque fois de numéroter les pages de votre copie. Si on est, objectif et puis, très optimiste et de toute façon il faut l'être, globalement, grosso modo, à chaque fois vous avez, une copie double et puis, peut-être, allez, une copie recto verso qui se rajoute, à celle-ci pour, finalement faire l'intégralité de votre commentaire. Donc j'espère que ces 4 épisodes que vous avez suivis, pas à pas, vont vous permettre de mieux appréhender la démarche de la méthodologie, globale du commentaire littéraire. Bien sûr que vous n'arriverez pas du premier coup à rédiger intégralement un commentaire littéraire. Encore une fois, faites par petites doses, par paliers. Essayez de vous entraîner sur l'introduction, l'axe, une sous-partie, la conclusion. L'objectif est vraiment de s'entraîner régulièrement pour appréhender au fur et à mesure. Et dites-vous aussi que la démarche d'analyse littéraire que vous effectuez régulièrement pour les textes à présenter à l'oral, de toute manière, vous sert pour vous entraîner à cette démarche de la micro-analyse de vos preuves scientifiques. Donc les 2 épreuves sont finalement intimement liées et quand vous travaillez pour l'oral, vous travaillez pour l'écrit et inversement. Donc, dans votre planning, essayez de trouver une harmonie entre vos entraînements écrits et oraux et vous verrez que vous ne pourrez que réussir. Je vous dis donc à très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis. À très bientôt!